Alors, nous allons accueillir maintenant, si vous le voulez bien, le professeur Benjamin Gory, qui est professeur de radiologie à l'Université de Lorraine et qui œuvre au sein du service neuroradiologie du CHRU de Nancy. Professeur, je vous fais confiance pour gérer vos 45 minutes avec le professeur Sébastien Richard, car vous avez tous deux un impératif qui est 16h30. Donc je vous fais confiance pour gérer votre binôme en bonne intelligence. Je n'interviendrai pas. Je vous laisse les clés. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Je remercie France AVC de m'avoir invité. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble et c'est vraiment très efficace et je souhaiterais les remercier. Du coup, je vais vous parler un petit peu thrombectomie. Donc, pourquoi la deuxième révolution dans le traitement de l'infarctus cérébral? Parce que le premier traitement qui a été démontré, c'était la thrombolyse intraveineuse et l'hospitalisation en l'unité neurovasculaire. Et du coup, la démonstration scientifique de la thrombectomie, c'est quelques années, c'est 2015. Donc là, on est vraiment en train de vivre l'essor de cette nouvelle technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la thrombectomie, donc ça s'intéresse à l'infarctus cérébral, mais uniquement dans les occlusions de gros troncs et qui explique environ 30 à 40% des infarctus cérébraux. Ça, c'est une notion importante à avoir. Petit rappel avant de commencer, rappel anatomique, la vascularisation du cerveau, il y en a deux principales. Il y a celle antérieure qu'on appelle, qui est la carotide, que vous sentez au niveau du cou. Donc c'est la circulation antérieure, artère carotide, ici, vous voyez, au niveau du cou. Et on a vu quelques illustrations là juste avant sur la pédiatrie. La circulation vertébrale basilaire, qui sont deux petites artères qui passent postérieurement au niveau du cou et qui vascularisent le cervelet et le tronc cérébral, qui sont les structures importantes. Donc là, on va parler de la thrombectomie au niveau de la circulation antérieure. C'est pourquoi? Parce que c'est le plus fréquent et c'est celle qui a démontré son intérêt en pratique courante. Donc pour commencer un exemple, pour vous illustrer ce que c'est que la thrombectomie, vous voyez, c'est une patiente de 86 ans qui était en bon état, à la maison et qui a présenté de manière brutale. Vous commencez à le comprendre, l'AVC, c'est un déficit qui apparaît de manière brutale. Une hémiplégie gauche à 8 heures. Donc elle est prise en charge de manière habituelle, on appelle le 15, les pompiers qui se déplacent. Elle est admise à l'hôpital et elle est évaluée rapidement par le neurologue, par le score NIHSS. C'est un score qui va de 0 à 42 et qui permet de coter la sévérité du déficit. Plus le déficit est sévère, plus le score NIH est élevé. Donc une hémiplégie quand même gauche. Donc une hémiplégie gauche, ça veut dire que c'est une atteinte potentiellement qui est à droite. Donc vous voyez, elle bénéficie d'un scanner cérébral à 10h47, c'est son scanner cérébral. Et ce qui est important, on fait une imagerie en urgence pour éliminer l'hémorragie cérébrale, principalement. À la différence de l'infarctus du myocarde, où c'est relativement rapide, on fait un ECG, on a le diagnostic. En neurologie vasculaire, on n'a pas cet outil et on ne peut pas distinguer cliniquement si c'est une ischémie ou une hémorragie. Du coup, on ne peut pas mettre en place la bonne thérapeutique. Donc, il est indispensable de faire une imagerie cérébrale. Idéalement, maintenant, en France, c'est l'IRM. Dans quelques cas, en particulier les patients qui sont contre-indiqués à l'IRM, ils ont un scanner. Donc, il n'y a pas d'hémorragie cérébrale, très bien. Mais après le scanner cérébral, maintenant, il faut toujours explorer les artères intracrâniennes et extracrâniennes. Donc vous voyez ici, c'est des reconstructions. On a injecté le produit de contraste par voie intraveineuse pour voir les vaisseaux. Donc on voit à la fois les vaisseaux au niveau du cou. Vous voyez ici la carotide qui va permettre de vasculariser toute la circulation antérieure. Et vous voyez à cet étage, à ce niveau-là, vous voyez il y a un stop net à droite. Donc ça c'est sur une revue supérieure. Et quand on fait des reconstructions frontales, vous voyez c'est une photo de face, on visualise cette même occlusion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une occlusion proximale, une occlusion d'un gros tronc, c'est l'artère cérébrale moyenne. Donc ça, c'est les patients qui sont idéalement éligibles à une thrombectomie, une thrombolyse intraveineuse s'ils sont dans les 0,4h30. Vous savez que la thrombolyse, c'est de 0 à 4h30. Même maintenant, il y a des nouvelles études où on va pouvoir faire de la thrombolyse jusqu'à 9h, dans des cas bien sélectionnés, on va en parler ultérieurement. Et donc une occlusion d'un gros tronc, la thrombectomie. Donc vous avez vu, maintenant on ne fait plus d'imagerie simple. Scanner,
angioscanner, et on va même jusqu'au scanner de perfusion. Vous voyez, ça donne des belles images comme ça, où en rouge, c'est ce qui est nécrosé, c'est-à-dire ça ne sera pas réversible, même si on reperfuse le vaisseau. En vert, c'est ce qui est la souffrance, c'est la pénombre, c'est-à-dire c'est une partie du cerveau qui est mal irriguée, mais qui reste viable. Par contre, si on ne recanalise pas le vaisseau de manière rapide, il va y avoir une extension de la zone rouge dans la zone verte, et l'ensemble de la zone verte va nécroser. Donc tout l'intérêt des stratégies de reperfusion, que ce soit thrombolyse intraveineuse, thrombectomie, c'est pour sauver cette pénombre et éviter l'extension de la nécrose, qui est directement corrélée à l'évolution clinique à terme. Donc c'est une patiente qui est éligible, vous voyez, on est précoce, on est dans les 3 premières heures, c'était quelqu'un qui était en bon état à domicile, donc elle bénéficie, vous voyez, quand on reprend un petit peu la prise en charge, déficit à 8 heures, elle a eu son scanner à 10h47, elle a la thrombolyse à 11h10, 30 minutes après l'imagerie, et rapidement après, prise en charge en salle de cathétérisme, et vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une angiographie cérébrale. Une angiographie, c'est comme un luminogramme, c'est-à-dire on va injecter le produit de contraste à l'intérieur de l'artère. Donc on voit uniquement l'intérieur du vaisseau. D'accord ? C'est la même chose que ce que les cardiologues font en coronarographie, où on voit l'intérieur des coronaires. Ici, on voit l'intérieur des artères cérébrales. D'accord ? Donc ça, c'est une angiographie de face. Vous voyez, on reconnaît bien le cerveau ici. Ici, c'est une angiographie de profil et on injecte de manière sélective l'artère carotide interne. Donc, vous voyez ici, c'est la carotide interne. On retrouve la même image avec l'occlusion, l'occlusion d'un gros tronc, et sur le profil. Et il manque toute cette partie-là qui n'est pas assez vascularisée. D'accord ? Donc, voilà l'angiographie. Et là, du coup, c'est la thrombectomie en elle-même. Donc, on a navigué sous contrôle scopique un petit cathéter à l'intérieur de l'artère cérébrale. On a franchi l'occlusion, on déploie le microcathéter à passer et au-delà du thrombus. Là, on est dans l'artère saine, l'occlusion est là. Donc, vous voyez, l'occlusion, elle est ici, proximale sur l'artère cérébrale moyenne. Là, vous voyez le stent retriever dont Sébastien vous avait parlé hier, le stent qu'on déploie mais qui n'est pas laissé en place. Et immédiatement après le déploiement du stent, il y a la reperfusion cérébrale qui s'effectue. Donc la zone qui a été en souffrance est reperfusée. Donc là, très bien, on a déployé le stent, mais ce n'est pas terminé, il va falloir le récupérer le caillot. Et donc on va retirer le stent avec le microcathéter, ce qui va permettre, donc vous voyez ici un exemple, ici c'est le stent retriever, en fait c'est retriever pour retrait, c'est un stent de retrait qui permet de capturer le caillot, et vous voyez ici l'angiographie après thrombectomie, où on observe la recanalisation de l'artère et la reperfusion du territoire en souffrance qui s'effectue. D'accord ? Donc ça, c'est l'intérêt de la thrombectomie. Donc la thrombectomie, c'est récent, c'est 2015. Je vais vous présenter brièvement les résultats. Mais il y a tout un historique sur les stratégies de reperfusion cérébrale. Donc les premières études qui a permis, donc c'était la thrombolyse intraveineuse entre 0 et 4h30 en l'absence d'hémorragie cérébrale. Donc l'étude, c'était l'étude ANI-NDS en 95 et elle a eu l'AMM européenne pour sa mise en place en France uniquement en 2002, ça fait à peu près 20 ans. Et puis la thrombectomie, il y avait déjà tout un tas de dispositifs qui étaient utilisés auparavant mais qui ne marchaient pas très bien et on n'était pas assez efficace en termes de sélection des patients, en termes d'agressivité sur les délais de prise en charge, on était trop long. Et donc, on n'avait pas de démonstration scientifique nette de l'intérêt. Donc ça, vous le savez bien, time is brain, c'est-à-dire que plus on attend et les thérapeutiques de reperfusion sont administrées tardivement, moins le bénéfice est important. Donc vous voyez, ça c'est en ordonnée donc la probabilité d'avoir un bon pronostic sur le score de Rankine, qui est une échelle fonctionnelle. Plus le délai passe, plus la probabilité de bonne évolution diminue, et avec le nombre de patients à traiter qui est plus important. Donc pourquoi la thrombectomie est venue dans notre pratique, c'est que la thrombolyse, ça marche très bien pour les occlusions qui sont distales, pas les gros troncs. Par contre, pour les occlusions plus proximales où la charge thrombotique est plus importante, comme ici l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne, les taux de recanalisation sont plus faibles.
Et on sait que le pronostic est directement corrélé à la recanalisation. Donc ça, c'était une des limites de la thrombolyse intraveineuse. Donc vous voyez, ça c'est tout un tas de dispositifs qui avaient été évalués avant les stent retrievers. Donc ça c'est un petit peu de la cuisine, hein, différents types le type de tire-bouchon, etc., etc. Et ça n'avait pas démontré de bénéfice clinique. Donc la grande nouveauté, c'est les stent retrievers. Vous avez vu un exemple, c'est celui-là. Hein. Donc on déploie transitoirement le stent au niveau du thrombus et qui permet sa capture. Hein, chose importante, au niveau cérébral, c'est une artère saine, c'est une migration artério-artérielle, c'est-à-dire c'est un caillot qui vient soit du cœur, soit d'une artère en amont et qui migre sur l'artère. À la différence en cardiologie, où c'est l'artère elle-même qui est malade, elle est épaissie, il y a de l'athérome. Donc là, l'artère est saine, l'objectif du traitement, c'est de capturer le caillot et de restaurer le flux antérograde. Donc les différentes études en 2015-2016, une véritable révolution. On a 6 études randomisées internationales de grande envergure qui démontrent l'intérêt clinique de la thrombectomie en association à la thrombolyse comparativement à la thrombolyse seule pour ce type de patient, infarctus cérébral, occlusion de gros tronc. Donc ça, vous voyez les différentes études. Et puis il y a une étude menée en France où tous les centres ont participé. Et on observe, comparativement au traitement médical seul, c'est-à-dire groupe thrombolyse qui est en rouge, les patients qui ont été thrombolysés plus thrombectomie, il y a une différence de 11% de meilleur pronostic à 3 mois comparativement au groupe de référence. D'accord ? Et donc ça, c'est observé sur l'ensemble des études. Donc toutes les études confirment la même chose. Il faut dorénavant traiter les patients avec un infarctus par occlusion d'un gros tronc, par thrombolyse, thrombectomie. Si les patients ne sont pas éligibles à la thrombolyse, on peut même faire des thrombectomies seules. Il semblerait que la sécurité et l'efficacité de la thrombectomie seule est équivalente en association quand on ne peut pas faire la thrombolyse. D'accord ? Et vous voyez ici, le NNT, c'est une définition anglaise, c'est le number needed to treat, c'est-à-dire c'est le nombre de patients à traiter pour qu'on ait l'effet du traitement. Donc vous voyez la valeur en moyenne, en gros il faut traiter 3-4 patients, on fait une thrombectomie à 3-4 patients pour qu'il y ait un patient qui soit autonome à 3 mois. Et ça, le number needed to treat de la thrombectomie est dramatiquement bas, parce que si vous comparez par rapport aux chiffres de la cardiologie interventionnelle, pour l'infarctus du myocarde, on est vers les 20 ou 30. Donc on est encore plus efficace que l'angioplastie coronaire fait dans l'infarctus du myocarde. Donc quelles vont être les nouvelles directions, les futures évolutions de la thrombectomie? Donc il va y avoir tout un tas de techniques, des nouvelles techniques de revascularisation avec pour objectif d'améliorer le succès et l'efficacité de la thrombectomie. On va parler un petit peu des thrombectomies tardives et des filières de prise en charge. Quelles sont les nouvelles techniques? Donc je vous ai parlé des stent retrievers. Mais avec les évolutions technologiques, il y a aussi l'aspiration. C'est-à-dire c'était des gros cathéters qu'on arrivait à monter en intracrânien au contact du caillot lui-même et d'aspirer. Il y a eu beaucoup de données, mais des données rétrospectives de pas très bonne qualité qui montraient des meilleurs résultats que le stent en termes de recanalisation et peut-être en termes d'évolution clinique. Donc c'est une étude française qui s'appelle l'étude Aster. Et donc là, je vous montre un exemple juste de ce que c'est que l'aspiration. Donc ça, c'est une dame de 90 ans qui est qui présente une arythmie complète par fibrillation, qui a un traitement anticoagulant. Elle a arrêté son traitement anticoagulant, donc elle était sous héparine et donc elle présente un déficit neurologique, un faible déficit, un NIH5. Donc là, c'est un exemple, c'est une IRM cérébrale et vous voyez la différence du scanner. Dès les premières minutes de l'ischémie, on voit l'ischémie cérébrale à la différence du scanner. Dans l'infarctus cérébral, le scanner, dans les premières heures, est négatif. On ne voit pas de signe. Par contre, c'est ça le grand intérêt de l'IRM, c'est qu'on va voir positivement le diagnostic. Vous voyez, ça apparaît sous forme d'un hypersignal, un hypersignal dans le territoire carotidien gauche. Donc on a l'infarctus cérébral, on fait une angio-IRM, et vous voyez, on retrouve la même chose, une occlusion proximale. On voit bien le caillot ici, vous voyez l'artefact du caillot sur certaines séquences de susceptibilité magnétique. Et donc ça c'est quelque chose, voilà, donc c'est une patiente qui est éligible à la thrombectomie. Elle ne peut pas être thrombolysée parce qu'elle est sous héparine,
donc elle a un surrisque d'hémorragie cérébrale avec la thrombolyse, donc elle va directement à la thrombectomie. Et donc vous voyez ici ce que c'est la thrombectomie, c'est naviguer ce genre de cathéter, des cathéters de gros diamètre, pour aspirer directement le thrombus. Donc ça, vous voyez un exemple, la carotide interne, le thrombus ici, et on va naviguer le cathéter jusqu'au contact du thrombus et l'aspirer. Et vous voyez en fin de procédure, en gros une procédure de thrombectomie c'est 20 à 30 minutes. Hein. C'est 20 à 30 minutes entre la ponction et la recanalisation. Hier, on s'est posé la question du type d'anesthésie qui est réalisée en cours de thrombectomie. Donc c'est une méthode plutôt récente, donc les modalités d'anesthésie ne sont pas bien définies. Ça dépend beaucoup des centres et des équipes d'anesthésistes. En France, il y a une étude qui est en train de comparer anesthésie générale versus sédation consciente. La sédation consciente, c'est une administration de drogue par voie intraveineuse qui permet de sédater le patient, mais sans l'endormir complètement. D'accord ? Parce qu'un des risques de l'anesthésie générale chez un patient qui a un infarctus cérébral, c'est au moment de l'induction, ça va lui faire baisser, ça va lui faire chuter la tension artérielle. Et s'il baisse sa tension artérielle, il y a un risque d'extension de l'infarctus parce que le cerveau va être moins bien perfusé. D'accord ? Donc c'est ça le problème de l'anesthésie générale. Mais cependant, c'est une procédure un petit peu délicate qui peut faire un petit peu mal. Et donc, c'est vrai qu'on est plus confortable en termes avec une anesthésie générale. Donc pour l'instant, on attend les résultats, il n'y a pas de guidelines. Et voici, donc vous voyez, vous observez tout de suite, après le retrait du thrombus, on observe cette reperfusion. Donc on a comparé le stent retriever versus aspiration, et en termes de recanalisation, l'aspiration ne fait pas mieux que le stent retriever. Donc ça, c'était une étude négative. On n'a pas de supériorité de l'aspiration. Donc ça, c'était à la fois sur des critères angiographiques, reperfusion, mais pareil également en termes d'évolution clinique à 3 mois. Ça, c'est les échelles de Rankine, donc qui va de 0 à 6. Les 0, 1, 2, c'est les patients qui sont autonomes à 3 mois. Et vous voyez, il n'y a pas de différence dans les deux groupes. Donc l'aspiration ne fait pas mieux. Mais après, on s'est dit, est-ce que si on combine l'aspiration plus le stent, est-ce que ça permet de faire mieux que le stent seul? Donc c'est l'étude Aster 2 qui a été terminée récemment. Donc vous voyez, c'est un exemple. Vous voyez, ça c'est le type de cathéter d'aspiration dont je vous parlais. Hein, c'est un cathéter de gros calibre, hein, parce que quand on regarde l'artère cérébrale moyenne, l'artère cérébrale moyenne, c'est environ 2 à 2,5 mm de diamètre, l'artère cérébrale moyenne. Donc c'est un gros cathéter, mais ça reste quand même, voilà, c'est en rapport avec le calibre de l'artère. Vous voyez le stent retriever. Donc est-ce que l'approche combinée, aspiration plus stent, est supérieure au stent seul? Et donc, les résultats, donc il y a eu environ 450 patients inclus en France. L'étude a été terminée récemment. Et il n'y a pas non plus, malheureusement, de supériorité de l'approche combinée aspiration plus stent retriever comparativement au stent retriever seul sur un critère angiographique. Hein. Le critère de jugement principal, c'était des critères angiographiques. Il n'y avait pas de supériorité. Pareil, ça se traduit sur à peu près des résultats cliniques équivalents à 3 mois. Autre sous-groupe de population, c'est les occlusions en tandem. Qu'est-ce que les occlusions en tandem? C'est à la fois l'occlusion d'un gros tronc, comme on a vu tout à l'heure, mais en plus, il s'associe une occlusion en bas de la carotide au cou. C'est une double occlusion. Occlusion au cou, occlusion en haut intracrânienne. Et la prise en charge de ces patients-là, on ne sait pas bien comment il faut les faire, en particulier parce que souvent, la lésion au niveau cervical, c'est de l'athérome avec une plaque athéromateuse qui a tendance à se retromboser. Et souvent, ces patients peuvent nécessiter la mise en place d'un stent carotidien permanent, parce que c'est la même maladie qu'au niveau du cœur, où on déploie un stent de manière permanente. Mais le problème de cette prise en charge, si on met un stent, potentiellement ça nécessite des antiagrégants plaquettaires pour pas que le stent se thrombose. Et dans les premières heures de l'AVC ischémique, il y a un risque de transformation hémorragique. Donc si le patient est sous antiagrégants plaquettaires à cause du stent, est-ce qu'il y a peut-être un surrisque d'hémorragie cérébrale? Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette étude, donc qui est l'étude Titan Trial. Donc voilà, c'est l'étude randomisée Titan. Vous voyez à peu près le type de prise en charge. Donc ce sera des patients
qui présentent un infarctus cérébral, une occlusion en tandem, et il vont y avoir 2 types de traitements, thrombectomie plus stenting versus thrombectomie seule. L'objectif, c'est de démontrer, donc nous, notre objectif, c'était de démontrer qu'il faut mettre un stent en phase aiguë. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuves scientifiques fortes, c'est pour ça qu'on a mis en place cette étude, avec l'objectif de démontrer une supériorité de l'approche combinée. D'accord ? Donc ça, c'est une étude, donc c'est pas pour tout de suite, hein, ça va démarrer, il va falloir inclure les patients, mais on est sur 3-4 ans de perspective. On va parler des thrombectomies tardives. Donc vous savez que time is brain, ok, ça tout le monde le sait, plus on est précoce, mieux c'est. Cependant, il y a tout un tas de patients, hein, vous voyez environ 20 à 30% des infarctus cérébraux qui vont être pris en charge, constatés, retrouvés au-delà des 6 premières heures et qui vont présenter une occlusion d'un gros tronc. Et avant la thrombectomie, c'était une prise en charge médicale, c'était des patients qui étaient hospitalisés en UNV, mais ils ne pouvaient pas bénéficier de la thrombolyse intraveineuse, ils étaient en dehors des clous, donc c'était prise en charge médicale et rééducation. Et on s'est dit que peut-être en sélectionnant une population de patients bien particulière, au-delà de 6 heures, qui ont une occlusion proximale, mais qui ont un profil évolutif favorable, peut-être que ceux-là peuvent bénéficier d'une reperfusion par thrombectomie. Donc vous voyez un exemple, donc c'est une dame de 87 ans qui est totalement hémiplégique, vous voyez un IHSS à 20 qui est importante, et c'est ici toute l'importance de l'imagerie, hein, où on fait une imagerie cérébrale avancée chez ces patients-là, au-delà de 6 heures, pour savoir est-ce qu'il y a une zone de cerveau qui reste viable, hein, c'est ce qu'on appelle le mismatch, est-ce qu'il y a un petit volume d'infarctus, mais une grosse zone de pénombre, avec l'occlusion, donc en cas de recanalisation, il y aura un très bon pronostic si on les reperfuse. Donc c'est l'étude de Don, il y a eu l'étude DEFUSE 3, qui a démontré que environ 50% des patients traités entre 6 et 24 heures ont un bon pronostic comparativement à 10% dans le groupe médical. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une population, une sous-population. Ce n'est pas tous les AVC au-delà de 6 heures, ils sont éligibles à la thrombectomie. D'accord ? Parce qu'il y en a au-delà de 6 heures, tout le cerveau sera déjà grillé, donc ça ne sert plus à rien de recanaliser l'artère. Par contre, dans une population, il y en aura qui ont un bon pronostic et qui seront éligibles à cette technique. Donc, je vous ai parlé des thrombectomies tardives, et il y a du coup, le problème de la thrombectomie, c'est qu'elle est effectuée à l'heure actuelle uniquement dans les CHU, donc il y a environ 30 à 40, il y a 35 CHU en France, il y a environ 140 UNV, donc il y a beaucoup plus d'UNV que de sites de thrombectomie. Donc ça pose un problème sur la prise en charge des patients et de leur admission. Hein. Et le gros problème, ça va être le triage préhospitalier. Est-ce qu'un patient qui est près d'une UNV sans thrombectomie doit passer par ici, ou est-ce qu'il doit aller directement sur un site avec la thrombectomie, avec potentiellement une surcharge en termes de patients, un déficit potentiellement du personnel médical, mais également un retard sur la thrombolyse. Parce que s'il est pris en charge directement à l'UNV de proximité, il bénéficiera d'une thrombolyse plus précoce. Donc ça, c'est une grosse question, donc Sébastien, il travaille depuis longtemps, donc ça, il va vous en parler un petit peu après, sur Virtual, où dans la région Lorraine, environ n'importe quel patient qui est susceptible d'avoir un accident vasculaire cérébral est pris en charge par un neurologue spécialisé dans les 30 minutes. Donc ça, c'est pour les AVC en général. Mais du coup, il y a le problème des AVC par occlusion de gros troncs. Mais sur le site de prise en charge, on ne peut pas savoir. Il peut y avoir des signes potentiellement évocateurs d'une occlusion de gros tronc, mais on ne peut pas le savoir, à la différence de l'infarctus où on a le CG. Et donc, mais quand même, on sait environ que les patients très déficitaires, c'est des patients hautement à risque d'avoir une occlusion de gros tronc. Donc ça, c'est l'étude française qui est gérée par le CHU de Caen et qui va débuter d'ici peu en France pour savoir, c'est justement qui va répondre à cette question, est-ce que les patients susceptibles d'occlusion de gros tronc doivent être pris en charge directement, mais qui est plus loin, directement à l'UNV de recours avec le site de thrombectomie, ou est-ce qu'il doit être transféré au centre primaire avec la thrombolyse, puis secondairement transféré? Parce que le problème dans les transferts, c'est le transfert qui prend du temps en fait. C'est pas la gestion du malade en soi, c'est le transfert parce qu'il faut appeler les équipes, il faut qu'elles se déplacent, etc., etc. Donc ça, c'est une étude française qui peut potentiellement amener à un chamboulement sur la prise en charge et le triage préhospitalier. Mais toujours, ça concerne les patients
fortement suspects d'occlusion de gros troncs qui représentent environ 30 à 40% de l'ensemble des infarctus cérébraux. Donc là, c'est ce qu'on vient de finir avec Sébastien récemment. C'est le protocole de prise en charge qu'on propose à nos collègues dans la région. Donc vous voyez, c'est complexe maintenant avec la thrombectomie tardive. Donc en gros, patient suspect d'un infarctus cérébral, éligible à une stratégie de reperfusion. Ce qui est important de savoir, est-ce qu'il est dans les 4h30 ou au-delà de 4h30 ? Avant 4h30, il est éligible à la thrombolyse, plus ou moins la thrombectomie. Au-delà de 4h30, il sera potentiellement éligible que à la thrombectomie. Je ne vous parle pas de la thrombolyse 4h30, 9h. Ça peut être fait dans certains sous-groupes. Et donc, s'il est éligible à la thrombolyse, il est admis au centre où on peut faire la thrombolyse le plus proche, soit avec une UNV, soit par télémédecine à distance, imagerie bien entendu, et en cas d'occlusion de grand tronc, il est transféré sur le site qui fait la thrombectomie. Par contre, au-delà de 24 heures, c'est des patients qui sont pris en charge dans une UNV, donc il n'y a plus les centres de télémédecine, il faut une expertise neurologique pointue sur place qui permet de faire toujours une imagerie avancée et sélectionner un sous-groupe de patients qui seront éligibles à la thrombectomie. Donc vous voyez, ça fait quand même un diagramme de prise en charge un petit peu compliqué et qui risque de se compliquer de plus en plus avec les innovations technologiques à venir. Et pour finir, vous voyez que le temps, quand on reprend le schéma, vous voyez la probabilité de bon pronostic diminue. Toutes les 30 minutes de perdu, c'est à peu près 10% de chance en moins de bon pronostic à 3 mois. Donc 1 heure de perdu, c'est 20%. C'est énorme. C'est énorme. Donc peut-être qu'on se dit, pour une certaine population qui évolue très vite sur la nécrose, qui évolue très vite sur leur taille d'infarctus cérébral, il faut peut-être aller encore plus vite. Donc c'est une étude qu'on va proposer, donc, qui sera gérée par Nancy. On est investigateur avec Sébastien. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de bypasser l'imagerie. C'est-à-dire, on va considérer, on ne veut plus aller en imagerie, plus scanner, plus IRM. C'est les patients qui vont venir directement en salle de thrombectomie. Donc bien entendu, c'est un sous-groupe de patients bien particulier. Ça va être des patients jeunes, très déficitaires, qui arrivent dans un centre avec la thrombectomie sur place. Et donc, pour avoir des preuves, donc ça va être une randomisation. Les patients avec leur accord seront tirés au sort. Prise en charge conventionnelle versus prise en charge ultra rapide, admission directe en salle d'angiographie et thrombectomie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en salle d'angiographie, les nouvelles machines permettent la réalisation de scanners et d'angioscanners. Donc ça permet d'éliminer l'hémorragie cérébrale, ça permet de confirmer l'occlusion d'un gros tronc et ça permet de faire la thrombectomie sur place et voire même la thrombolyse en association. D'accord ? Et en fait, c'est le rationnel de cette étude, ça vient un petit peu de la littérature qui montre qu'il y a certains groupes de patients qui évoluent très vite, en particulier les patients avec un gros volume d'infarctus cérébral, même s'ils sont reperfusés, le pronostic sera mauvais si le délai est trop long. C'est pour ça que pour cette sous-population de patients, il faut une prise en charge ultra rapide pour essayer d'avoir plus de chances d'avoir un bon pronostic. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de scanner cérébral et d'angioscanner qu'on peut faire en salle d'angiographie. Donc ça permet d'éliminer une hémorragie cérébrale. Et ce type d'angioscanner permet de voir une occlusion de gros tronc. Vous voyez, donc ici c'est les cérébrales antérieures. On attend un petit peu. Vous voyez le scanner cérébral, on élimine l'hémorragie et on va voir s'il y a une occlusion d'un gros tronc. Vous voyez ici l'artère cérébrale moyenne, les carotides internes. Donc on voit les artères proximales, c'est-à-dire les patients qui vont être potentiellement éligibles à une thrombectomie. Donc un exemple, c'est quelqu'un de 71 ans, une hémiplégie gauche, un NIH à 16, une occlusion de la terminaison carotide droite sur l'angioscanner qu'on retrouve ici en salle d'angiographie. D'accord ? Je vous remercie. Deux, trois questions. Monsieur. Merci. Bruno Bloco, est-ce que, en cas d'infarctus distal d'un patient sous héparine, quelle est la stratégie thérapeutique ? Donc, quand on parle de distal, il y a distal et distal.
Donc on fait des thrombectomies distales. Voilà, c'est pas validé, hein, il n'y a pas d'études cliniques sur les autres thrombectomies distales, ça se fait. Donc ce qu'on prend en compte, c'est l'âge, la sévérité du déficit, mais ça peut se proposer. Mais voilà, distal, si on va en M2, peut-être M3, mais on n'ira pas plus loin. Après, le risque d'une thrombectomie distale, on augmente le risque de la thrombectomie distale avec une diminution du bénéfice. Donc ça se discute un peu au cas par cas. Dans l'idéal, la thrombolyse marche très bien pour les occlusions distales, mais il y a certains cas où, comme vous dites, si les sous héparine, on ne pourra pas faire la thrombolyse. Et on peut proposer la thrombectomie. Jean Botokelki, médecin à Charleville. J'ai 2 questions au niveau de quelle est la place de la neurochirurgie en urgence après échec de la thrombectomie. Puis la deuxième question, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des tirages au sort. Est-ce que les personnes sont en état de choisir et de faire un choix vu leur état? Donc en ce qui concerne la place de la neurochirurgie en urgence, j'en connais pas, hormis la craniectomie dans les 24-48 heures pour les gros volumes chez les patients jeunes. Donc après, pour la côté recherche clinique, donc on suit les recommandations françaises où il faut toujours recueillir le consentement du patient, ce qui peut être difficile en phase aiguë d'un AVC. Donc il faut demander dans ce cas-là, si le consentement du patient n'est pas possible, on demande au proche. Et si le proche n'est pas joignable, il y a des possibilités d'inclusion en urgence en France, où le patient est inclus en urgence et immédiatement après, il faut le plus rapidement possible obtenir le consentement du patient ou du proche. C'est une spécificité française pour certaines populations où on peut faire des inclusions en urgence pour les études, les recherches cliniques. Merci. Dernière question, si vous en avez une. Non? C'est bon? Ok, on enchaîne.